Les corps de 2 otages israélo-américains tués et enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ont été ramenés en Israël, a annoncé ce jeudi Benjamin Netanyahou. Judy Weinstein Haggai, 70 ans, et Gad Haggai, 72 ans, avaient été assassinés dans les champs près de leur maison dans le kibbutz Nir Oz. Le couple avait 4 enfants et 7 petits-enfants. L'opération spéciale a été menée conjointement par l'armée israélienne, la direction du renseignement et les forces spéciales. Nos cœurs sont meurtris par cette terrible perte, que leur mémoire soit bénie, a déclaré le Premier ministre israélien dans un communiqué. Pour le ministre de la Sécurité intérieure, le retour des 2 corps est une preuve évidente qu'il est possible de ramener les otages par la force militaire. Il est temps de ne plus hésiter, d'autoriser Tsahal à mettre en œuvre ses plans de conquête de la bande de Gaza, d'y entrer en force, de démanteler le Hamas et d'encourager l'émigration des Palestiniens de Gaza, a ajouté ce ministre d'extrême droite. Ces dernières 24 heures, de nouvelles frappes israéliennes ont tué au moins 13 personnes, dont 3 journalistes qui se trouvaient dans la cour d'un hôpital, selon le ministère de la Santé du Hamas. Un échange positif et assez productif. C'est par ces mots que le Kremlin a qualifié le nouvel appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ce mercredi. La discussion concernait principalement les négociations entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, après un 2e cycle de pourparlers sans grandes conséquences visibles organisé lundi. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a précisé que Vladimir Poutine avait évoqué l'attaque de drones menée le week-end dernier par l'Ukraine contre des aérodromes russes et affirme que le Kremlin prévoit une réponse très ferme. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à la presse que l'opération du week-end, connue sous le nom de code Toile d'araignée, n'aurait pas eu lieu si le Kremlin avait accepté une trêve. Il a par ailleurs rejeté les propositions russes visant à mettre fin au combat en Ukraine, les qualifiant d'ultimatum que Moscou cherche à imposer à Kiev, ce qui, selon lui, démontre que Vladimir Poutine n'est pas intéressé par la paix. Peu après ces déclarations, le Kremlin a publié un communiqué confirmant un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et le pape Léon XIV. Le dirigeant russe a déclaré au souverain pontife que le régime de Kiev mise sur l'escalade du conflit et mène des actions de sabotage contre des infrastructures civiles sur le territoire russe. L'OTAN continue de renforcer sa préparation militaire en Europe, alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 3 ans. Les pays membres de l'Alliance Atlantique s'efforcent d'augmenter leurs dépenses de défense et les exercices militaires se multiplient sur le flanc oriental de l'OTAN, dans le cadre de l'opération Griffin Lightning. Dans les pays baltes et en Pologne, des troupes de près de 25 pays participent à une simulation militaire à grande échelle pour déterminer l'état de préparation des armées en cas de conflit. Tirant les leçons de la guerre en Ukraine, l'OTAN modernise en particulier ses hôpitaux de campagne avancés, afin de fournir des soins d'urgence aux soldats blessés le plus vite possible. So this part of the exercise simulates the use of drone technology to deliver blood directly onto the battlefield. Soldiers are given a blood transfusion there and then in the event of them hemorrhaging or being caught in an explosion. It just buys them a certain amount of time before they can get to a medical aid centre and to be treated properly or to get surgery. Les hôpitaux de campagne sont là pour stabiliser les patients à l'aide d'intraveineuses, d'intubation et d'un scanner pour les traumatismes crâniens et les lésions cérébrales. Le personnel médical s'entraîne sur des patients fictifs à pratiquer les traitements d'urgence courants sur le champ de bataille. This is Hospital 519. It's an American-led field hospital set up in the centre of Lithuania. It's really part of NATO's exercises and readiness for war. At any point here, there are 2 to 3 surgeons ready to do about 18 hours of surgery per day with 2 operating theatres and 30 medical staff. The patient here is intubated. He's suffered burns in his face, and so we have our equipment set up. We have him on our cardiac monitor. He's on our mechanical ventilator, and right now we're providing life-saving treatment for this patient who requires it to survive. It could have been an explosion, a blast injury, something that could have obstructed his airway, which requires this ventilation in order for him to breathe, ma'am. L'hôpital dispose également d'une unité de soins intensifs et d'une section dentaire cruciale pour traiter les blessures au visage. Most of the injuries we're seeing are different from that we saw in the war in Iraq and Afghanistan. Soldiers are wearing body armor and helmets, so a lot of the injuries are to the extremities and to the face, which highlights the need for a dentist on the battlefield. If a soldier has tooth injuries, either from trauma or disease, it might affect their ability to wear their helmet, and then they can't fight. The war in Ukraine is informing
how you're setting up this dental hospital within the battle? Absolutely, yes. The U.S. Army medical leadership, both in the Army Medical Department and the Dental Corps leadership, have been studying the trends very closely to try to see how we can modernize our Army medical team to include the dental team to be better prepared for large-scale combat operations. L'OTAN conseille désormais aux troupes de dissimuler le signe de la Croix-Rouge médicale dans les hôpitaux militaires. Les structures civiles bénéficient d'un statut de protection dans le droit humanitaire international, mais celui-ci n'est plus respecté dans de nombreux conflits actuels. En marge des exercices de simulation, les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis jeudi à Bruxelles pour évoquer l'augmentation des dépenses de défense. La Bulgarie devrait rejoindre la zone euro le 1er janvier 2026. Depuis son adhésion à l'Union européenne en 2007, le pays cherche à remplacer sa monnaie actuelle par l'euro. Dans son rapport publié le 4 juin, la Commission européenne indique que le pays remplit désormais les conditions pour adopter la monnaie unique. Il s'agit notamment de la stabilité des prix et de taux d'intérêt qui ne divergent pas trop des autres pays membres. Това е повод за гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколения българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, от когато сме член на Съюза, път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. Un projet de longue date qui devrait bientôt se concrétiser. La décision définitive doit être prise le 8 juillet prochain par les ministres des Finances de l'Union européenne. Смело мога да кажа, че България, българското правителство е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. Sauf surprise, la Bulgarie devrait devenir le 21e État membre de la zone euro, 3 ans après l'entrée de la Croatie. De la cocaïne plus accessible, des analgésiques contrefaits, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues tire la sonnette d'alarme. Dans son rapport annuel publié jeudi, l'établissement évoque aussi un marché en constante mutation, ce qui accentue les risques sanitaires et sécuritaires. La cocaïne était l'année dernière la drogue stimulante la plus couramment consommée par environ 4,5 millions d'adultes. What we observe is that there is an increase in the availability that we can assess, for instance, with the seizures. At the same time, using a new or recent methodology that is wastewater analysis, we see that there is a clear increase in the human consumption of cocaine. L'agence européenne comptabilise également depuis 2009 l'arrivée de 88 opioïdes synthétiques. Ces substances imitent parfois de véritables médicaments, ce qui amplifie le risque de contrefaçon et donc d'empoisonnement. One of the characteristics is that they can be up to 400 times more potent than morphine, but they may also be extremely more toxic, which means that altogether, if we put the stimulants, the synthetic drugs, the synthetic cannabinoids, and the synthetic opioids and cannabinoids, overall there is a broadened offer of substances on the market. Le cannabis reste la drogue la plus consommée l'année dernière par 24 millions d'adultes, mais l'agence souligne que la teneur moyenne en THC, le composant psychoactif, a doublé en une décennie. Le président Donald Trump relance sa politique anti-immigration, appliquée lors de son premier mandat. Des ressortissants de 12 pays seront interdits d'accéder au sol américain, officiellement dans le but de lutter contre la menace terroriste. L'interdiction devrait entrer en vigueur le lundi 9 juin prochain, dès minuit. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door
policies. Today, there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. La décision est aussi une réponse après l'attaque lors d'une marche en soutien aux otages israéliens le 1er juin dernier dans le Colorado. Des exceptions sont toutefois prévues pour les détenteurs de certains visas et pour des personnes dont le voyage aux États-Unis est considéré comme un intérêt national. En 2017, Donald Trump a émis un décret interdisant aux citoyens de 7 pays, majoritairement musulmans, de voyager vers les États-Unis. L'Organisation météorologique mondiale tire la sonnette d'alarme. La fonte des glaciers doit devenir une préoccupation à l'échelle mondiale. Et aucun pays n'est à l'abri, quel que soit son niveau de développement. Alors que le changement climatique s'accélère, l'institution appelle à investir davantage dans la surveillance et dans la prévision. This is the new reality. We need to raise awareness of the importance of hydromet services for every single country in every single region. And that's why we advocate for more investments in monitoring. With better monitoring, we can expect to have better forecasts. And with those, we can expect to have better early warning systems in the end, to protect societies, to protect people and to protect livelihoods. La semaine dernière, le village suisse de Blatten a été enseveli sous une avalanche massive de roches et de glace provenant du glacier Birch. Quelques jours avant la catastrophe, des experts avaient mis en garde contre un possible effondrement du glacier qui contenait 1,5 million de mètres cubes de glace. Les autorités locales ont rapidement réagi en évacuant quelques 300 habitants. Une personne est toujours portée disparue, mais les systèmes d'alerte ont permis de réduire le nombre de victimes.